Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 27 septembre 2022. À la une ce soir, les lions indomptables bouffés par les tigres d'Asie. Les hommes de Rigobertson ont perdu à Séoul face à la Corée du Sud. La deuxième défaite de leur préparation pour la Coupe du Monde Qatar 2022. À suivre, réaction et décryptage. Drame au lycée classique de Baganté. Un élève perd la vie devant ses camarades impuissants. Il est mort alors qu'il était en plein cours d'éducation physique et sportive. Des cure-dents made in Cameroun bientôt sur le marché camerounais. Près de 30 000 pics annoncés d'ici le mois de décembre. C'est le fruit d'un projet lancé il y a 2 ans par un groupe de jeunes entrepreneurs. Voilà pour les titres. Les lions indomptables trébuchent à nouveau à Séoul. Vincent Aboubakar et ses coéquipiers ont perdu contre la Corée du Sud 1-0. Une seconde défaite diversement appréciée par les Camerounais. Samuel Baïha a tendu son micro à quelques-uns dans la ville de Douala. Voici la réaction compilée dans cet élément. Déjà, c'est Marc Agaroua, 15 coureurs camerounais effectuent la reconnaissance du circuit fermé long de 99 km. On voit cela avec Aimé Catherine Moukouri et Aïssatou Bouba. La ville de Garoua va accueillir 3 équipes camerounaises de 15 cyclistes. Des coureurs qui sont d'ores et déjà dans la capitale du Nord et effectuent le tour de reconnaissance du circuit. Un circuit fermé de 99 km. Pour sa toute première participation dans cette compétition de la Petite Reine. C'est une grande innovation parmi les innovations de cette compétition, à savoir que nous venons pour la première fois dans le Grand Nord. Je puis vous dire que ça a été un choix des pouvoirs publics, mais je voudrais dire principalement de Monsieur le Président de la République en personne, qui a marqué son très haut accord pour que le Grand Prix cycliste international Chantal Biya vienne pour la première fois dans le Grand Nord en général et en particulier dans la région du Nord et Garoua. Les équipes internationales seront de la partie la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso, le Bénin et le Maroc. Des pays comme la Hollande, la Slovaquie et la France vont enregistrer quelques équipes de coureurs. L'étape de Garoua, une innovation qui vise à intégrer le Grand Nord dans cette compétition internationale. Selon les directeurs sportifs de ces équipes-là, on a bien voulu venir longtemps à l'avance pour non seulement s'acclimater, s'adapter à la région du Nord, qui est une belle région, mais également qui a ses exigences en termes de climat, en termes de température, et c'est pour cela qu'ils sont venus s'acclimater, mais également se mettre en jambe pour qu'ils soient opérationnels, conquérants, compétitifs au jour J. Le 3 octobre prochain débute la 22e édition du Tour cycliste international Chantal Biya, ici, dans la ville de Garoua, avec une cérémonie d'ouverture sous le haut patronage de la première dame. L'arrivée est prévue à Meyomessala, dans le sud du pays. Dans l'actualité également, un élève perd la vie en pleine activité physique et sportive ce matin au lycée classique de Baganté, dans la région de l'Ouest. Pour le moment, le mystère plane sur les causes de son décès, mais la famille du défunt reste inconsolable. Le récit de Marc Chouamo sur les images de notre correspondant Abraham Sarr. Brusque, Joël Atimo, élève en 5e au lycée classique de Baganté, s'écroule devant ses camarades pendant l'épreuve physique. Tous les efforts de réanimation sont vains. J'ai été informé par son chef d'établissement autour de 8 h ce matin, alors que je m'apprêtais à regagner mes services. Aussitôt informé, je me suis rendu à l'hôpital de district de Baganté, où, avec ses encadreurs, nous avons témoigné tout notre réconfort à cette famille si durement éplorée. Tôt ce matin, personne en voyant cet élève prendre le chemin de l'école
ne présageait l'après-midi dans cette famille un concert de lamentation. Le poids de la nouvelle est un coup de massue. Il a vu le matin, ses frères sont partis. Maintenant, ils avaient sport aujourd'hui. Il ne m'a même pas dit qu'il avait même sport même. Mais d'habitude, il fait le sport. Il est arrivé, dès que 29h, on m'appelle que l'enfant s'est écroulé. Il me dit qu'il était en train de faire le trottinage au stade. Et il s'est écroulé. Et il a directement l'amené à l'hôpital. On a commencé à faire les premiers soins dans sa voiture et il est décédé. Moi, j'étais en classe. Il est venu m'appeler disant que mon petit s'est écoulé au stade en trottinant. La dépouille est transportée d'urgence pour inhumation au domicile familial. Juste des mots de réconfort. J'ai transmis aussitôt aux parents du disparu le témoignage de compassion, de solidarité de son Excellence Madame le ministre, le professeur Nalova Léonga, qui m'a chargé également de lui transmettre dans un délai raisonnable un rapport circonstancié de la situation. Aucune cause du décès n'est révélée. Le traumatisme pour les élèves et le personnel du lycée classique de Baganté est grand. Même l'oubli sera éprouvant. Une autre famille endeuillée à Yaoundé, celle du jeune Hassan dont le corps sans vie a été retrouvé hier soir dans une broussaille près de la nationale numéro 3 dans un état de décomposition avancé. Âgé de 33 ans, cet agent de change de devise au marché central de Yaoundé était porté disparu depuis bientôt 3 mois. Le récit de Daniel Anissé-Boudjé et Constant Kamga. Sur la scène macabre ce mardi matin, une population massée, stupéfaite. Nous sommes en Bankomo, ville située à une quinzaine de kilomètres sur l'axe Yaoundé-Douala. Un squelette humain dans cette broussaille, non loin du domicile de maman Chantal. La dame est encore traumatisée par l'horrible découverte, faite lundi alors qu'elle se rendait dans son champ. J'arrive, je veux travailler, je vois un truc comme si c'était le ballon que les enfants ont un jouet et puis ça c'était rond. Je croyais que c'était le ballon. Je coupe dans l'herbe, j'avance. Je vois les dents. Je regarde, je ne croyais pas à mes yeux. J'appelle donc mon voisin, je dis que pardon, viens voir. Il vient, il dit que mais ça c'est la tête d'un être humain. Je dis que comment? Il dit que regarde, tu ne vois pas ses dents. Je dis que oui, il dit que voilà les yeux. Je dis que comment? On progresse. Il me dit que voilà le corps de quelqu'un là-bas. Je dis comment? Il dit que comme je te dis là, voilà le corps de quelqu'un. Je suis donc restée, l'enfant est parti avec moi à la brigade. On a signalé. Le corps est celui d'Hassan Souaïbou, âgé de 33 ans. Il est porté disparu depuis le 6 juillet dernier. Opérant comme agent de change de devises à la poste centrale de Yaoundé, il est parti de son domicile au lieu dit briqueterie, comme chaque matin pour son boulot. Le cœur serré, sa jeune épouse raconte. Il s'est appelé, il est sorti dans la poule. Il est revenu, il a dit que les gens l'ont dit que ça va. Et mardi aussi, c'est comme ça qu'ils ont fait. Mardi, c'est le même jour là qu'elle a fait. À mardi, 4 heures aussi, il a sorti, il a dit qu'il y a les gens qui veulent la manipuler. C'est comme ça qu'il est sorti de la maison à 8 heures. C'est comme ça qu'il n'est pas revenu. Je ne sais pas. C'était quand le 6. C'était... Le business va tourner au pire. Sans nouvelles, elle dépose un avis de recherche au commissariat du 11e arrondissement. Ce n'est que ce 26 septembre au crépuscule qu'elle va recevoir le coup de fil de la gendarmerie lui informant que son mari a été retrouvé. Mais la jeune femme ignore un détail cruel. Je pensais que c'est faux. J'ai demandé de... S'il vous plaît, filmez et envoyez-moi pour que je confirme. Il m'a dit que non, tu ne peux pas le reconnaître. J'ai dit pourquoi et comment vous avez trouvé que c'est Azana. On m'a dit qu'il y a les pièces d'identité. C'est là où j'ai pris la moto, je suis allée là-bas. J'ai trouvé ici avec les habits qu'il est sorti de la maison qu'on l'a tué. Il est en brousse. Le corps retrouvé a été conduit au cimetière de Mbankomo ce mardi pour inhumation, après des prières à la mosquée. Les enquêtes engagées par la police judiciaire se poursuivent pour traquer les criminels qui courent toujours. Au domicile du défunt à la briqueterie, c'est la grande consternation. Sa jeune épouse avec qui il était marié il y a juste un an espère que justice soit faite.
Et jeunes et enfants sont de plus en plus victimes de violences. Au Cameroun, l'indice de bienveillance envers les filles n'est guère appréciable. Le pays est classé 44e sur 52. La prévention de ce fléau passe par la connaissance des facteurs socio-économiques, de l'âge, du sexe, entre autres. Karel Mezatchatuya et Constant Kamga. La violence à l'égard des enfants, des filles surtout, est douloureuse au Cameroun. 22% d'entre elles, âgées de 15 à 19 ans, déjà abusées sexuellement. Presque 60% de cette tranche de la population portent en elles des expériences de sévices. Si ces stigmates ne peuvent être effacés, il y a des techniques pour les prévenir. Ça passe par la connaissance des facteurs socio-économiques, l'âge, le sexe et d'autres marques d'identité d'un enfant et techniques. Techniques inculquées à ses formateurs, capacité pour combattre ce mal profond dans le pays. Le Cameroun est choisi, visé, vu l'indice de bienveillance envers les filles qui n'était pas aussi appréciable en tant que 44e pays sur 52 le moins veillant. Il est question de mettre tous les maillons nationaux de la chaîne ensemble, lesquels partagent leurs expériences, tissent des tactiques pour sortir le Cameroun du rang des mauvais élèves. Nous l'avons organisé à la suite du Forum national que nous avons organisé en février dernier et cette formation n'est qu'une étape dans le long processus qui va permettre à ce que notre gouvernement adhère et adopte cette stratégie Empowered qui, dans l'ensemble, couvre toutes les questions de demande des services de protection. Raison pour laquelle il est important que le gouvernement adopte le Code de protection de l'enfant. Engagé depuis 2002, ces acteurs de la société civile confient être disposés à accompagner les décideurs publics ici représentés. C'est le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Marie-Thérèse Abéné-Ondoa, qui a ouvert ces 3 jours de travaux à Yaoundé ce 27 septembre. Et gros plan ce soir sur les nids de poules qui décorent la voirie urbaine de la ville de Ngaoundéré. La métropole de l'Adamawa a mal à ses routes. Chantier mal réalisé, non achevé ou abandonné, pilule en cette saison des pluies et livre un visage qui fâche les populations. Voici le reportage de notre correspondant Eric Ngele. À Ngaoundéré, on roule sur une peau de crocodile. Un réseau routier parsemé de nids de poules, devenu avec les pluies des trappes pour véhicules. On nous a trompés en versant la terre dans les trous là. Et maintenant, avec beaucoup de pluie, l'érosion a tout creusé. À cause des accidents ici, on va faire comment? C'est le pays, non? Chaque quartier a ses plaies béantes et points de chute. Chaque semaine, au moins 23 000, parce que je change les supports de devant, je change les supports de derrière. Plusieurs itinéraires sont des chantiers pas achevés, mal réalisés ou abandonnés. Le prélat qui en a dédié cette voie se retourne sûrement dans son tombeau. Même la plaque est humiliée par des travaux qui coincent. Apparemment, les gens ont bouffé le budget de cette route. Rien ne va, rien ne marche. La rue veut primer là. Ça fait plus de 5 ans. Elle ne bouge pas. Elle ne fait que se dégrader. Et voici les solutions de la mairie de la ville. Remplacer des morceaux de bitume esquintés avec de la terre. Je ne sais pas si c'est le ministre qui va demander l'argent ou bien le président de la République qui n'est pas signé d'Engaoundéré. Et lorsque ce n'est pas de la terre, on remblaye au parpaing cassé au marteau, maquillage qui coule au temps d'une pluie, comme ici, en plein cœur de la ville. Quand les ministres arrivent, on amène des engins, on essaie de gratter de gauche à droite, on rapistole dès que les ministres partent, c'est rien. Il n'y a pas de bonne route en Ngaoundéré et en rapport à ce fait, il se dit dans l'opinion publique ici que c'est le malheur des villes dirigées par l'opposition au régime de Yaoundé. Sur les bonnes ou mauvaises routes, ils sont présents, les agents de la police municipale, mais leurs actes alimentent toujours les débats. Les populations leur reprochent d'être non seulement violents,
mais aussi incompétents. Ils demandent que leur mission soit recadrée. La réaction dans cet élément que nous proposent Titi Freeman et Thierry Nana. Au cœur de nombreuses scènes de violence, les agents de la police municipale sont de plus en plus mal vus par la population camerounaise. Leur méthode d'action sur le terrain amène à s'interroger sur la qualité de leur formation, remise en question par plus d'un. Ça n'a pas droit d'être, parce qu'ils sont trop nuisibles. Ces policiers municipaux aujourd'hui, est-ce qu'ils font leur job? Non, moi je pense pas. Actuellement, ils ne font pas le job. Ils ne remplissent pas leur cahier de charge. Le rôle de la police municipale, c'est de mettre de l'ordre. Mais il y a un problème, la façon de le faire. Il y a la façon de le faire, la méthode. Il ne faut pas brutaliser les citoyens comme ils le font au quotidien. Aussi, pour certains, il faut revoir leur dénomination et l'étendue de leurs compétences. À mon avis, on doit déjà retirer d'abord la police. Ils doivent rester les agents de la commune, tout simplement. Parce que lorsqu'on parle de la police, c'est un peu difficile. Je crois que c'est là où il y a la confusion. Le conseil que j'aurais pu donner, c'est de mieux restructurer cette police qui est toute près de la population, près du peuple. Je pense qu'ils auront fait mieux encore de la formation. Il y a un problème de formation. Il faut les reformer pour qu'ils puissent travailler, pour pouvoir bien exercer leur métier en respectant le citoyen. Des révisions qui gagneraient à restituer l'ordre dans le fonctionnement de ce corps, proche et désavoué du peuple. Et la police municipale, les forces de sécurité concourent au maintien de l'ordre dans la cité. Le cas de confusion de rôle et bataille sur le terrain ne sont pas du goût des autorités administratives. À Douala, par exemple, leur champ d'action a été redéfini avec comme pour Boussel le décret du président de la République. On voit cela avec David Sandio et Thierry Nana. Rencontre aux allures d'une réunion des crises, il faut éviter les affrontements et autres conflits de compétences entre la police municipale et les forces de maintien de l'ordre. Pour l'autorité administrative, les maires doivent s'approprier le décret du chef de l'État signé le 9 août 2022 qui régule la police municipale. Il m'a semblé nécessaire de rappeler aux maires de ce qu'ils doivent faire lorsqu'ils veulent se doter d'un service de police municipale. Le décret signé par son Excellence le président Paul Biya le 9 août 2022 est revenu justement recentrer les modalités d'exercice. Les autorités municipales disent être au fait des relations conflictuelles sur le terrain, comme celui du 23 septembre 2022 à Douala. L'incident n'entache en rien la collaboration qui doit exister, qui doit exister entre la police nationale, qui est comme protectrice de la police municipale. Parce que d'ailleurs, dans toutes nos actions, la police des constructions, même les actions contre le désordre urbain, chaque fois qu'il y a besoin de coercition, nous faisons appel à la police nationale. Quand on envoie les éléments en route, il faut essayer de connaître, on a tous les moyens pour connaître les agissements des collaborateurs dehors. On peut être surpris une fois, mais quand ça devient récurrent, ça peut être une faute qui nous est imputable. Que ce soit la police municipale ou les forces de sécurité, elles concourent au maintien de l'ordre dans la cité à des degrés différents. La police nationale s'occupe de tout en matière d'infraction, les contraventions, les délits, les crimes. Et la police municipale, elle s'occupe uniquement des infractions mineures qu'on appelle les contraventions. Et ces contraventions sont spéciales ici. Il s'agit de celles relatives au bon ordre urbain, notamment l'hygiène, la salubrité, les contraventions d'environnement, les contraventions relatives aux constructions, les contraventions relatives également à ce qu'on appelle la circulation et l'occupation des sols. Le décret du chef de l'État, signé le 9 août 2022, fixe les modalités d'exercice de la police municipale. En santé, on parle du choléra qui continue de faire des ravages au Cameroun. 4 régions, vous le savez, sont plus touchées que les autres. Et selon les derniers chiffres, 204 personnes ont déjà perdu la vie sur un total de 10 535 cas déjà enregistrés. Et demain, jeudi, mercredi, une campagne de vaccination va débuter dans ces régions. Mireille Flore, Defofotso et Marius Kosso.
Encore des victimes de choléra dans la ville de Douala et au Cameroun. La situation qui persiste inquiète tant la population que les autorités. Maladie du péril fécal, c'est connu que chacun doit mettre du sien pour barrer la voie à cette maladie et la maîtrise de la bonne information est primordiale. Il n'est pas venu sous sa forme classique et c'est pour ça que c'est compliqué. Le choléra, en principe, a une zone de départ, un point de départ qu'on appelle la source. Et autour de la source, il y a plusieurs cas qui sont identifiés. Ce que nous avons constaté depuis le début, c'est que la bactérie circule indépendamment des points chauds. Bien qu'on ait identifié certaines zones chaudes, il y a quand même un certain nombre de bactéries qui véhiculent à travers les populations, le mouvement des populations. Il est donc difficile de pouvoir vraiment endiguer cette épidémie par les autres seules mesures. C'est pour ça qu'il vous a parlé du WASH, qui concerne effectivement l'assainissement d'eau, la décontamination des espaces et des ménages, et ainsi de suite. Il y a la recherche active des cas, il y a la prise en charge des cas. Et la vaccination, elle ne vient qu'en fin de chaîne parce que la vaccination, c'est une mesure complémentaire. La vaccination étant une mesure complémentaire, elle apporte un appui aux actions de riposte menées jusqu'ici. Et pour permettre à un maximum de personnes d'en bénéficier, une campagne de vaccination est prévue pour le mercredi 28 septembre. Elle va s'achever le dimanche 2 octobre. Cette campagne a plus de districts de santé qui vont pouvoir vacciner. Donc on est quitté de 7 à 12 districts. Donc nous sommes à peu près à 50% des districts de santé concernés par cette campagne de vaccination. Et je dois préciser ici qu'en ce qui concerne la région du littoral, nous sommes à 1 50 224 personnes âgées d'1 an et plus qu'on doit pouvoir vacciner pour la première dose. Et vous savez bien que quand on donne la première dose, également on doit se préparer pour la deuxième dose. Les hommes de médias ont été réunis à Douala. À la délégation régionale de la santé, il était question de leur présenter les articulations de cette campagne. Et à Yaoundé, c'est une autre campagne de dépistage de la tuberculose qui bat son plein, une maladie qui a déjà tué 29 personnes sur les 174 cas enregistrés en 2021. Et cette opération a pour but d'inverser la tendance. Karel Mezachachouya et Samuel Bakissé. La tuberculose est comptée parmi ces maladies qui tuent sous silencieux à petit feu. La grande majorité des sujets atteints par cette infection chronique ou aiguë due au bacille de Koch ne présentent ni les signes ni les symptômes. Des patients exposés au risque de développer la maladie, surtout que les stratégies de dépistage passif et de traitement directement observé ne semblent pas efficaces pour juguler cette maladie au Cameroun. C'est ce que pensent ces experts en santé qui, pour activer la détection précoce et systématique de nouvelles infections, ainsi que la prévention de cas contacts, mise sur une synergie d'intervention. Donc nous voulons travailler aujourd'hui à mettre en place des stratégies basées sur les guidelines de l'OMS qui vont permettre aux gens de ne pas devenir tuberculeux, donc de ne pas faire la maladie. D'où la création d'une plateforme de discussion et d'échange avec les parties prenantes pour la prise en charge de l'infection tuberculeuse latente. Une prescription de l'Organisation mondiale de la santé. Notre rôle à l'OMS, c'est de dicter les normes. On dit quelles sont les bonnes pratiques dans la lutte contre la tuberculose et on essaye de passer le message au niveau des décideurs et des praticiens et de la population au niveau de toute la région africaine. Une approche renforcée par des partenaires dans l'optique d'améliorer le diagnostic sous toutes ses formes. Que ce soit dans les tests de tuberculose active ou dans les tests de tuberculose latente. Et c'est plutôt un apport et une contribution au soutien des différents pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Des pays encore à la traîne en matière de lutte contre la tuberculose. Au Cameroun, l'incidence en 2021 était d'environ 174 nouveaux cas et 29 décès pour 100 000 habitants. Et je vous l'annonçais en titre, le marché camerounais verra bientôt des cure-dents produits localement. L'annonce a été faite par un groupe de jeunes entrepreneurs réunis sur le label Camer Cure-dents. Une première production de 28 000 pics devrait être disponible d'ici le mois prochain. Janice Kamga et Raoul Ngofo.
Des cure-dents 100% camerounais, un rêve il y a tout juste 2 ans lorsque ces jeunes entrepreneurs procèdent au lancement d'une collecte de fonds. Aujourd'hui, grâce à ce mécanisme de financement participatif, ils ont enfin de quoi acquérir et mettre en branle les premières machines. Nous avons déjà levé 147 millions de francs CFA, plus de 3800 investis dans notre plateforme, pour plus de 600 000 pas mis en disposition des investisseurs. Ces cure-dents en bambou de type Bambousa vulgaris devraient inonder le marché d'ici décembre 2022. Premier échantillon, 28 000 boîtes. La matière choisie pour sa robustesse sera exploitée dans une usine située à 30 km de Yaoundé. Ce bambou de Chine sera cultivé dans une plantation, pour l'instant de 5 hectares de bambou de Chine, située à Elat. On a passé la commande d'une chaîne de 14 machines qui est en fabrication et nous avons tropicalisé ces machines. À la différence des pics importés, l'on annonce également des prix plus bas et une meilleure qualité. Nous serons à coût supérieur à 100 francs sur le marché et la qualité du produit. Parce que nos cure-dents sont faits à base du bambou. Par contre, les cure-dents qui sont sur le marché sont faits à base des déchets de bois. Il peut vivre au moins pendant 10 ans, sans être charançonné, sans être attaqué par les produits extérieurs. Seulement, le projet rencontre encore quelques difficultés liées notamment aux exigences de normes. Le Cameroun n'a pas encore d'expertise en ce qui concerne la fabrication du cure-dent. Nous sommes les pionniers. Nous avons aussi ce petit problème avec la norme qui n'a pas encore établi de normes concernant le cure-dent. La production de cure-dent est une première étape. D'autres produits dérivés devraient suivre afin de positionner le Cameroun comme un as d'épique dans la sous-région. Une autre information importante, le peuple Bamoun commémore le premier anniversaire de la disparition de son roi Ibrahim Bombondjoya, un parterre de personnalités. Le 27 septembre 2021. Pour rendre hommage à ce monarque qui a marqué l'histoire du Cameroun à travers ses œuvres. Lim Piediou et Njoya Nourdine. Le 27 septembre 2021, le ciel de Fumban s'assombrit. Le roi Ibrahim Bombondjoya n'est plus. Le sultan roi des Bamoun est rappelé à Dieu. 1 an plus tard, la douleur reste vive. Le peuple Bamoun marque un temps d'arrêt ce 27 septembre 2022 pour saluer la mémoire de leur roi. Plusieurs versets coraniques sont récités pour le repos éternel de son âme. Le sultan Bombondjoya, le souvenir que je garde de ce grand homme, c'est que c'était un grand homme d'État. Un grand homme d'État qui respectait la légalité républicaine. Mon père, il a été comme un pilier, un bon papa éducateur, un papa qui n'a jamais fait de discrimination entre les enfants. En tout cas, j'ai un souvenir inoubliable. Et je sais qu'Allah pardonne les péchés, ses péchés. Les autorités administratives, politiques, traditionnelles, religieux et autres personnalités ont une fois de plus répondu présent au sultanat Bamoun pour témoigner leur attachement à ce leader multidimensionnel qui, pendant tout son règne et ses hautes fonctions diplomatiques et ministérielles, a œuvré pour le dialogue social, l'unité et l'indivisibilité de son pays en général et de son royaume en particulier. Nous sommes réunis aujourd'hui pour la commémoration de 1 an de disparition de notre sultan roi des Bamoun. Ça fait exactement 1 an aujourd'hui qu'il a paru comme si le ciel tombait sur la tête de tous les Bamoun. Heureusement pour nous, le roi est mort, vive le roi. Ici, à la case des arts de Fumban, les souvenirs s'entremêlent. Tous s'inclinent devant ce grand rassembleur qui avait un franc-parler exceptionnel. Nous avons commencé par la grande prière le matin et par la suite les imams ont invoqué le Tout-Puissant pour le repos de l'âme de Sa Majesté. Et maintenant c'est la deuxième rubrique qui consiste à la mémoration du Saint-Coran par les enfants.
Cette commémoration de la disparition du roi Ibrahim Bombon-Joya donne le ton d'une série d'activités dans la ville de Foumban qui va conduire au premier anniversaire de l'accession au trône du roi Nabil Forifoum Bombon-Joya. Et l'actualité à l'étranger avec Félicien Kabuga, accusé de crimes contre l'humanité, qui sera devant les juges de la Cour pénale internationale ce jeudi au Japon. Les funérailles nationales de l'ancien Premier ministre assassiné divisent les populations escalmandes, l'île Piédiou et Calvin-Tekam. Le procès de Félicien Kabuga s'ouvre à La Haye ce jeudi 29 septembre. Après 23 ans de cavale, celui qui est présenté comme l'un des financiers présumés du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994 va répondre à des accusations de génocide et de crimes contre l'humanité. On dit qu'il achetait des machettes pour tuer des gens, mais c'est un commerçant. Il achetait des machettes, des houes et toutes sortes de choses pour les revendre. Maintenant qu'il a acheté des machettes dans le but de tuer des gens, je ne peux pas le confirmer. Depuis l'âge de 15 ans, je travaille dans cette plantation. À l'époque, c'était à Kabuga et il nous payait bien. Mais je ne sais rien de ces crimes. J'étais une enfant à l'époque. Je me suis mariée dans cette région, mais je ne suis pas d'ici. Mais au Rwanda, près de 30 ans après le génocide, l'ombre de Kabuga plane toujours sur son village natal de Nyange, dans le nord du pays. L'ère du chantage nucléaire doit prendre fin. Propos du secrétaire général de l'ONU à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination des armes nucléaires. Aujourd'hui, des décennies après la chute du mur de Berlin, nous entendons à nouveau les intimidations nucléaires. Soyons clairs, l'ère du chantage nucléaire doit prendre fin. L'idée qu'un pays puisse mener et gagner une guerre nucléaire est insensée. Toute utilisation d'une arme nucléaire provoquerait un Armageddon humanitaire. Nous devons faire marche arrière. Des milliers de Japonais font la queue pour rendre hommage à l'ancien Premier ministre assassiné Shinzo Abe, alors que d'autres défilent à proximité en signe de protestation. La décision d'organiser des funérailles nationales pour l'ex-dirigeant divisant l'opinion publique. Je trouve scandaleux que toutes les choses dont Abe était responsable soient maintenant perçues positivement, ou que les gens puissent avoir le sentiment de ne pas pouvoir donner leur avis sur lui après les funérailles nationales. J'ai toujours été ému par son désir profond de protéger le pays et de le transmettre aux générations futures d'enfants et de petits. Et c'est ici que se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité à Canal 2 International. Je vous retrouve demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.